Dans la précédente vidéo, on a parlé de la charte des écritures de la Cour de cassation, et dans cette vidéo, on part en mode geek, et on va parler du meilleur plan pour présenter ses conclusions, mais aussi de ce qu'attend le juge quand il nous lit. Et vous allez voir, c'est absolument passionnant. En tout cas, moi, c'est le passage qui m'a le plus marqué de notre discussion ensemble. Ce que j'enseigne, c'est vraiment une recette pour faire des conclusions. Mais une recette, mais limite, et encore, on n'a pas abordé les parties langage clair. J'en suis à dicter le nombre de verbes conjugués que j'autorise par phrase. Mais l'idée de cette recette, pour l'instant, elle est vraiment pour un avocat de s'autoriser à sortir très vite un jeu de conclusion qui va un petit peu essayer de cocher toutes les cases, que le client va comprendre vite, que le juge va trouver persuasive et que l'avocat va trouver facile à rédiger et en plus qui va lui permettre de facilement rédiger en équipe avec des collaborateurs. Et ce type de conclusion ressemble un peu à ce que tu as à l'écran. Toutes ces recettes additionnées, ça donne ce modèle. Ce modèle, alors, il y a des couleurs, il y a des doubles colonnes, ça c'est des propositions de mise en forme, mais ce qui est important, c'est un petit peu les stratégies qu'on adopte dedans. Un des trucs que je préconise, et là-dessus, la note de la Cour de cassation est venue confirmer que c'était la bonne chose à faire, c'est ne serait-ce que sur ne serait-ce que sur la première page, l'annonce de plan, ordonner tous ces moyens dans l'ordre exact où ils servent nos prétentions. Ce qui est un truc des fois, comment dire, ce qui combat une chose que parfois j'ai vu dans certaines conclusions où des avocats, au moment de la discussion, recréent une sorte de dissertation avec des grands 1, des grands 2, des 1.1, remélangent tous leurs moyens selon un plan qu'ils trouvent, eux, très logique, alors qu'en fait, ils vont obliger dans leurs écritures, ils vont obliger le juge à venir à partir à la pêche, à essayer de lui se recartographier le litige pour comprendre, ok, telle partie a tant de prétentions et chaque prétention est bien fondée sur un moyen et j'ai autant de moyens auxquels je dois répondre. Avec dans la note de la Cour de cassation un truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant, très bien fait, qui est la distinction que fait la Cour de cassation entre ce qu'elle considère être un moyen, ce qu'elle considère être un simple argument et ce qu'elle considère être une simple allégation, qui est quelque chose qui a un impact parce que la Cour de cassation dit un juge a l'obligation de répondre à tous vos moyens, mais pas à vos arguments ni à vos allégations. Donc la première recette, moi, que je vais appliquer, ça va être de suivre cette demande de la Cour de cassation de présenter les moyens strictement dans l'ordre où ils soutiennent le par ses motifs. Et ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que dans l'annonce de plan, je vais, lorsque notamment je suis en défense, proposer qu'on reprenne les moyens de la partie adverse et qu'on montre, nous, les moyens en réponse, en correspondance. C'est-à-dire qu'en fait, tu offres au juge, sur une première feuille, une cartographie de l'ensemble du litige. Donc ça, c'est une façon de faire qui est pour moi la plus simple et la plus logique. Je suis en défense. Voilà les demandes voilà les arguments, les moyens de la partie adverse. Voilà moi ce que je réponds à chacun. Mais on va s'apercevoir que quand on est face à une partie adverse qui essaye de créer une sorte de remuer la poussière parce qu'elle n'a pas beaucoup d'arguments, on est obligé de faire le travail, d'aller nous reprendre les arguments de la partie adverse, les remettre dans l'ordre, voir là où il y en avait en apparence deux, qu'en fait il n'y en a qu'un seul, là où il y avait des trucs un peu mélangés, dire il y a un argument. Et des fois, on n'a pas envie de faire ce travail. Le problème, c'est que le juge doit le faire. Donc, si on veut se mettre au plus proche du besoin du juge, qui est lui de sortir dans sa journée un certain nombre de décisions, on lui rend ce service en disant, écoute, en gros, voilà ce que dit la partie adverse, et on essaie d'être particulièrement honnête là-dessus. Ok, voilà ces arguments, je commence pas déjà dans cette colonne à gauche, je commence pas déjà à essayer de les critiquer, de les entacher de quoi que ce soit. Voilà officiellement ce que dit la partie adverse, voilà moi ce que je lui réponds. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette liste qui est exactement dans l'ordre dans l'ordre qui répond à la partie adverse et qui supporte notre par ses motifs, on suit ce plan. Donc, si on a 18 arguments, on a des conclusions avec 18 titres numérotés de 1 à 18 parce que de toute façon, le juge il est obligé à un moment de faire cette cartographie. Ce qui parfois est... alors je me permets juste de faire une petite aparté, c'est que effectivement récemment, donc moi je présente aussi en fonction de mes conclusions avec des prétentions. Je dis prétention numéro 1, prétention numéro 2. Si t'as envie, je te montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble, une de mes trames que j'utilise en matière de faute inexcusable. Et là récemment, avant Noël, je suis arrivé devant le conseil de prud'homme de Bourgoin-Jallieu avec 50 prétentions.
D'accord. Mon dispositif, mon parsé même motif, il y a 50 paragraphes différents. Et je les rédige un peu comme, effectivement, comme exactement la demande qui figure. En fait, chacune de mes prétentions, je la reprends après dans le dispositif, je fais un copier-coller de ça, ou plus exactement, comme tu l'expliques dans la newsletter, c'est en fait, tout commence par la fin. On commence par le parsé motif, par ce qu'on demande. Exactement. Et après, en fait, on développe à chaque fois sur cette prétention-là, quel est l'argument, le moyen de droit, le moyen de fait, etc., etc. Et on enchaîne comme ça toutes les prétentions. Et c'est vrai que moi je comprends pas. Et d'ailleurs, c'est l'un des énormes reproches que je fais à l'université, c'est que à l'université, on t'apprend à faire des plans en deux parties, deux sous-parties, des plans qui ne servent à rien. Je veux dire, moi, ça fait 20 ans que j'instruis des pourvois à la Cour de cassation, j'ai jamais fait un seul plan dans un de mes moyens de cassation. Je veux dire, le moyen de cassation, c'est quoi? C'est tu prends le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui te fait grief, d'accord? Tu annonces chacune des branches de ton moyen, donc en gros chacune de tes prétentions, et ensuite tu fais une discussion pour chacune des branches. Tu dis sur la première branche, voilà la jurisprudence de la Cour de cassation, voilà comment la Cour d'appel ne l'a pas respectée. Et après on passe à la branche suivante, mais il n'y a jamais vous voyez, deux moyens avec deux branches dans chaque moyen. Ça n'a aucun sens ça. Et tu vois, les avocats, ils ont tellement été formatés par ça à l'école qu'ils continuent à faire des plans dans leurs conclusions, alors que moi, mes conclusions, c'est prétention, le moyen qui va avec, le moyen de fait qui va avec, et on passe à la suivante et on enchaîne. Et à la fin, tu as 40 prétentions, 50 prétentions, peu importe, mais voilà, c'est comme ça que ça, tu vois, ça se déroule. Et c'est exactement ce que toi tu proposes de faire. Et là où je trouve que c'est fort, c'est que dès la deuxième page, tu dis voilà ce que te demande l'adversaire, voilà ce que je lui réponds, et on va dérouler ça un par un. Et il n'y a pas de plan, de parties, de sous-parties. Le legal design, c'est un peu l'évidence, quoi. Mais c'est l'évidence. Le legal design, c'est 99% de bon sens, sauf que ce bon sens, comme tu l'as dit, on se l'interdit en essayant de dire non, mais c'est pas élégant, faut que je fasse des titres enchâssés. Alors les titres enchâssés, c'est un truc qu'on fait au brouillon pour structurer sa pensée. Mais c'est là où les autres secteurs dans lesquels on rédige des documents complexes, il y en a d'autres que le droit, bah, ces autres secteurs ont constaté certaines règles qu'on ignore en droit. Une des premières règles, c'est que je peux t'expliquer le mécanisme de la manière la plus technique et parfaite possible. Par exemple, je peux t'expliquer le fonctionnement de ta machine à café avec ses capsules, avec un beau schéma, des grands 1, grand 2, le fonctionnement, le chauffage. Je peux te faire l'exposé le plus technique, le plus abstrait. Si toi, à un moment, tu dois te le réexprimer pour toi-même ou tu dois le réexprimer à quelqu'un d'autre, tu vas naturellement le faire sous forme d'histoire. Bah, tu vois, quand tu veux te faire couler un café, eh ben, d'abord, tu fais ça, tu l'allumes, puis ensuite tu fais ça, puis tu vérifies que si jamais il y a ça, à ce moment-là, il se passe ça. Naturellement, on ne peut pas empêcher notre cerveau, et donc le cerveau du juge qui nous lit, de transformer pour le retenir ce qu'on lui a écrit, l'exposé technique qu'on lui a écrit en histoire. Donc, commencer à faire des plans enchâssés avec des parties, des sous-parties, c'est de toute façon se donner, c'est de prendre le risque que l'histoire que va recomposer le juge ne soit pas celle que tu as prévue. Si ton histoire tient en une liste de 40 choses à raconter, de toute façon, il va falloir passer par ces 40 choses. Ça ne sert à rien d'essayer de le masquer en disant non, mais je vais faire 4 titres et puis plein de petits sous-titres. Tu as 40 choses à voir. C'est ce que j'explique aussi dans le legal design de contrat. Ça ne sert à rien de faire des contrats de 20 articles s'il y a 60 sujets de discussion dans ce contrat. On le structure en 60 points. Et on sait qu'on a 60 choses à voir. Et elles sont courtes et monosujets. Et là où on peut aller plus loin, c'est que ça, c'est la version simple. À gauche, là, tu as la version simple. Mais moi, ce que je préconise, c'est carrément d'aller sur le schéma à droite. Moi, je préconise d'insérer dans tes conclusions. Et c'est là où on peut aller encore un niveau plus haut. C'est le schéma à droite, c'est carrément… Alors, je me mets toujours dans la position où on serait en défense. Tu es à droite. Tu présentes à gauche le parsémotif de l'adversaire. Donc, tu as toutes ses prétentions. Tu présentes juste à côté les moyens qu'il soulève au service de ce parsémotif. Et tu fais le travail des fois d'identifier que pour 2 prétentions, tu as un seul moyen. Ça peut arriver. Des fois, si tu as une nullité d'un licenciement, sur le fait qu'un licenciement est nul, tu vas faire passer à la fois les dommages et intérêts et à la fois, je ne sais pas, par exemple, le paiement d'indemnités de congés payés, des choses comme ça. Etc. Voilà. Donc, des fois, tu as plusieurs prétentions qui sont tenues par un moyen. Parfois, tu vas avoir une prétention qui est de demander la nullité du contrat sur tel fondement, et tu vas avoir plusieurs moyens, parce que sur un moyen, tu vas dire, bah oui, il y a eu un dol parce que sur la base de telle pièce, ou si vous considérez que c'est pas sur cette telle pièce, bah sur telle pièce aussi, on va mettre des subsidiaires. Donc des fois,
tu peux avoir une prétention et avec plusieurs moyens. Cette coordination, tu la présentes ici à gauche. Ouais. Et puis ensuite, en face des moyens de la partie adverse, tu mets tes moyens à toi. Et des fois, face à un moyen de la partie adverse, tu en as deux. Des fois, tu en as un. Des fois, pour deux moyens, bah, toi, tu les éteins par un seul. Donc, tu montres au juge comment toi se passe ton articulation. Et tu montres ensuite à la fin l'articulation entre tes moyens à toi et les prétentions de ton parsémotif. Et le juge, en une fiche ou 2 pages, en un seul document, il a les deux parsémotifs et tous les arguments qui s'opposent. Et sur la colonne du milieu, si tu oses le faire, tu mets les 2-3 pièces ou les 2-3 jurisprudences qui sont pivots. Parce que quels que soient les argumentaires, les moyens qui font 5, 6 pages, 10 pages de développement, au final, quand le juge demande à l'avocat de plaider par observation, on est toujours sur l'interprétation d'une jurisprudence ou l'interprétation d'une pièce ou 2 pièces. Au final, il y a toujours un truc pivot. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on considère que ce mail était une offre valable ou non? À la fin, c'est ça. Est-ce qu'on considère que telle jurisprudence, elle est juste une jurisprudence accidentelle ou elle sort un principe dont je peux m'inspirer? Et le juge, voilà. Quand tu oses faire ça, tu donnes au juge une fiche d'identité de ton litige. Et pour moi, cette fiche d'identité, tu l'insères. Juste avant ta discussion, tu l'insères. Et tu dis, ensuite, le reste de la discussion va rentrer dans chacun de ces points. Le plan m'est donné et je dépile à l'intérieur. Ouais. Non, c'est ça, c'est fort. Enfin, tu vois, effectivement, ça donne une vision globale d'emblée, et c'est vrai que le juge, il ne peut être que convaincu par un truc comme ça, quoi. Et c'est là où c'est important, où l'idée de conception est importante, parce que ce truc-là, c'est à la fois génial pour le juge, mais ce petit document-là, lorsque moi je vais plus loin, et ensuite le legal design est inséparable du process. Et c'est pour ça que moi j'ai inventé mon propre terme, je parle de legal practice management, la gestion de la pratique juridique. Parce qu'en fait, quand tu as fait ce document-là, qu'est-ce que tu as fait? En fait, ce document-là, tu le fais avant de rédiger tes conclusions. Ce document-là, tu vas le sortir après avoir réfléchi. Ce document-là contient toute ta stratégie sur un contentieux. Toute. Donc, avant de rédiger un mot, dans ton parcours utilisateur, dans la façon dont tu séquences le travail avec ton client, mais en fait, ce document-là, ça peut devenir une étape. Et alors, tu peux même aborder des questions de facturation. Ça devient une étape que tu factures en disant, avant même de rédiger un mot, je vous demande de valider cette stratégie. Parce que derrière, quand je vais commencer à rédiger les conclusions, si vous avez des choses que vous avez oubliées, ou je pourrais peut-être facturer des heures en plus, parce que moi, j'encourage beaucoup à facturer au forfait, mais du coup, ça veut dire de pouvoir enfermer le client, des fois, dans une position où on peut lui dire, tu as validé cette piste, donc si j'ai travaillé sur la base de cette piste et que tu te ravises, voilà, ça me fait du travail en plus. Et donc, ce que je trouve intéressant dans le legal design, c'est que la forme d'un document peut te dicter la façon dont tu vas travailler avec ton client, donc les méthodes que tu vas appliquer en interne. C'est ça que je trouve intéressant. Et là où moi je vais encore plus loin, c'est qu'une fois que tu as chacun de tes moyens, tu verras qu'à l'intérieur, pour chacun de tes moyens, je préconise, c'est là où je disais que, attention, si les avocats n'aiment pas trop qu'on leur dicte la forme des conclusions, moi je propose une recette qui dit, maintenant que tu as un moyen, donc tu peux en avoir 10, 18, 20, 30, 40, chaque moyen, tu le traites en 5 titres. Ils sont toujours dans le même ordre et toujours du même genre. 5 temps. C'est quoi les 5 temps? Si vous aussi, vous voulez savoir comment on traite chaque argument en 5 temps, eh bien je vous propose de voir notre prochaine vidéo où on rentre encore plus dans le détail de la méthode que propose Romain. À mercredi prochain.